Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur CR TV Sport and Entertainment. Merci d'être au rendez-vous de votre émission consacrée à l'économie et à la gouvernance du sport en Afrique et bien sûr dans toute la francophonie. Ce soir encore, on revient comme dans l'accoutumée pour parler de gouvernance, pour parler également de sport business. Comme son nom l'indique, nous irons du côté, nous ferons un détour du côté du Rwanda où s'est joué récemment la Coupe, les championnats d'Afrique de volleyball. On s'arrêtera sur le petit couac qui a émaillé justement la fin de cette compétition malgré le succès éclatant de l'équipe féminine du Cameroun et également la brillante participation de l'équipe masculine qui a échoué en finale. On reviendra au Cameroun pour parler de l'élection à la Fédération camerounaise de football avec un candidat qui a finalement entériné sa candidature. C'est bien Samuel Eto'o-Fils, l'ancien goléador des Lions Indomptables, qui a officialisé sa candidature il y a quelques jours. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. On se retrouve juste derrière cette page publicitaire pour présenter les panélistes. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it. Voilà, de retour sur ce plateau. Donc, on va annoncer ceux qui vont m'accompagner tout au long de cette édition. D'abord, directement à ma gauche, André Onana. Il est spécialiste, du moins, il est spécialiste en administration du sport, donc du football, dans sa casquette donc de manager sportif. Bonsoir André et bienvenue. Bonsoir Steve Gabin, merci pour l'invitation. Voilà, on vous a perdu un tout petit peu. Vous étiez du côté de Douala pour accompagner votre patron, on va le dire. Tout à fait. Il faut dire que le patron de la Global Sango Consultancy a séjourné au Cameroun pendant 10 jours. Nous étions du côté de Douala et aussi du côté de Limbé. Il fallait rencontrer quelques académies pour leur proposer un nouveau dispositif d'ADN. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. Et voilà, je suis de nouveau à Yaoundé pour reprendre les activités. En tout cas, on espère que la reprise des activités n'est pas brutale. Voilà, à votre gauche directe, on a notre invité qu'on cherche depuis. Heureusement, on a fini par le trouver. Bernard Basson, il est juriste spécialiste en droit international du sport. Bonsoir Bernard et bienvenue. Bonsoir Steve, bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent et merci de m'avoir invité. Vous étiez perdu? Non, pas tant que ça. Je suis là. J'étais juste occupé, affairé à autre chose, mais je suis là. D'accord. Alors, on parlera dans la première partie de cette édition, ça discute championnat d'Afrique de volleyball. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de Kigali? Voilà, c'est un coup dur pour la fédération rwandaise de volleyball qui avait déjà validé son ticket pour les demi-finales des championnats d'Afrique de volleyball organisés à domicile. Mais le pays de Paul Kagame a été accusé par ses adversaires, notamment le Sénégal, le Maroc et le Nigeria, d'avoir aligné des joueuses brésiliennes en violation de la loi. Sauf que la plainte a été acceptée par la Confédération africaine de volleyball. Les joueuses en question sont suspendues, de même que la Fédération rwandaise de volleyball également. Une situation qui a causé l'arrêt de la compétition par les autorités et un gros climat de tension. Suivant cette éclaircie ou cet éclairage que nous est proposé par Lorraine Mendo et Landrinta. L'Afrique du volleyball a connu l'une des plus grandes cacophonies organisationnelles de son histoire lors de la 20e édition du championnat d'Afrique féminin de la discipline. La compétition a été arrêtée pour raison de fraude organisée au Rwanda
Ce tournoi a fait les choux gras de la presse africaine et même mondiale. En effet, suite à une plainte déposée par le Sénégal, le Maroc et le Nigeria pour dénoncer l'équipe rwandaise qui aurait fait jouer des athlètes de nationalité brésilienne dans son effectif, la Confédération africaine de volleyball a décidé de suspendre le Rwanda, pays hôte. Ainsi, le Rwanda a perdu tous ses matchs par forfait, une décision qui a sonné la révolte au sein du comité local d'organisation du tournoi, qui a par la suite suspendu la tenue des rencontres, rendant ainsi la situation totalement tendue à Kigali. Rappelons qu'avant l'arrêt de la compétition, le Rwanda avait surclassé le Maroc 3-7-1 et le Nigeria 3-7-0 pour valider son ticket pour les demi-finales. Malgré la situation d'arrêt, la Fédération internationale de volleyball est restée très ferme et a déclaré que la suspension des joueuses et de la Fédération rwandaise de volleyball doit être maintenue et que tous les matchs joués par l'équipe nationale rwandaise devraient être déclarés forfaits conformément au règlement de la compétition. La Fédération internationale de volleyball a insisté par la suite que le ministère rwandais des Sports et la Confédération africaine de volleyball poursuivent l'organisation de l'événement sans la Fédération rwandaise de volleyball. En effet, l'article 241 du règlement sportif de la FIVB prévoit que la fédération d'origine d'un athlète est la première fédération à délivrer une licence nationale ou à enregistrer l'athlète au sein de sa fédération. Au fin de cette disposition, l'acte d'enregistrer un joueur signifie que le joueur a été enregistré pour jouer dans une compétition de volleyball pour un club, une équipe, une école ou une autre entité de volleyball qui est affiliée directement ou indirectement à la fédération. Dans le cas où une équipe nationale engage une joueuse inéligible, l'article 12 alinéa 2 peut être convoqué, celui-ci stipule, sous réserve des dispositions de l'article 11 concernant le transfert des joueurs, la participation même à des matchs amicaux d'équipe ou des joueurs d'organisations non reconnus par la FIVB ou un ou plusieurs joueurs non éligibles en vertu des règlements de la FIVB expose l'équipe à une suspension. Tout est bien qui finit bien, car après plusieurs jours de tractation, les esprits se sont calmés et les demi-finales et la finale des championnats d'Afrique de volleyball féminin se sont jouées le même jour, une première dans l'histoire de ce tournoi. Cette situation rocambolesque a donc finalement abouti au 3e sacre consécutif des Lions indomptables du volleyball camerounais. Voilà, merci à Lorraine Mendo pour ce décor qui est planté sur la situation, sur ce qui s'est déroulé du côté de Kigali au Rwanda. André Onana, peut-être on va commencer cette fois-ci par vous. Comment est-ce que vous appréciez cette situation du côté de Kigali? C'est une situation malheureuse. Il faut dire que on parle là d'une preuve de fraude. C'est-à-dire que des joueurs brésiliennes qui se sont retrouvés en train de prendre part à la compétition pour le compte du Rwanda. Ouais. Et l'équipe a été sanctionnée de manière normale par les articles que nous cite Madame Mendo dans son notamment reportage. L'article 2, l'article 11 également. Et l'article 12, je pense aussi, qui précise exactement les modalités de participation des athlètes pour ce genre de compétition. Donc à ce niveau, je pense que la fédération rwandaise a fauté et naturellement la Confédération africaine et la Fédération internationale de volleyball ont pris leurs responsabilités et on a abouti justement à la suspension de la fédération, de l'équipe de volleyball. Ça fait qu'il y a eu des plaintes, celles, je pense, du Nigeria, du Sénégal et je pense aussi du Maroc sur la qualification de certaines joueuses brésiliennes. Je pense que c'est quelque chose qui a apporté du discrédit à la compétition, même si au finish, nous avons quand même l'équipe nationale du Cameroun qui s'en sort avec le sacre final. Alors, André Onana, Bernard Basson, voilà, en tant que spécialiste de ces types de questions-là, quelles sont finalement les responsabilités que l'on peut dégager de cet incident? Parce que beaucoup tirent peut-être sur la Confédération africaine de football, de volleyball autant pour moi, qui estime que si la liste du Rwanda avait été bien exploitée, on aurait directement peut-être envoyé les joueuses. D'aucuns estiment que le Rwanda a quand même caché certaines informations à un moment donné. Quels sont les niveaux de responsabilité qui peuvent être dégagés dans ce dossier-là? Les responsabilités sont plurielles. Donc on va essayer d'aller de manière graduelle. Premièrement, la responsabilité de la Fédération rwandaise de volleyball. Parce que c'est elle qui a choisi de publier une liste dans laquelle se trouvent des joueuses qui n'étaient pas en situation de compétition pour le compte du Rwanda.
Pourquoi? Parce que quand on prend le règlement de compétition de la Confédération africaine de volleyball et même de la FIVB, lorsque vous êtes naturalisé pour un pays dans lequel vous n'êtes pas né et que vous êtes naturalisé à un âge de compétition, votre pays d'origine doit être le premier à vous délivrer une licence. En l'espèce, les Brésiliennes viennent obtenir leur première licence au Rwanda. Pourtant, elles arrivent au Rwanda il n'y a que 2 mois et à un âge de compétition. Donc la fédération brésilienne devrait en principe leur délivrer leur première licence. Sur cette base-là, elles ne peuvent pas être qualifiées à jouer pour l'équipe nationale du Rwanda de volleyball. C'est le premier point. Maintenant, le second point incombe au gouvernement rwandais. Parce que le gouvernement rwandais a choisi de naturaliser des joueuses dans un intervalle de temps qui est illégal. Tout à fait. On n'obtient pas une nationalité en 2 mois de séjour sur un territoire. Donc là encore, on se rend compte que c'était pour des envies de compétition et c'est une fraude parce qu'il est bien défini le régime dans lequel les athlètes peuvent se naturaliser pour prendre part à une compétition. Il faut avoir vécu un certain temps sur le territoire, il faut avoir évolué, du moins pas participer aux compétitions organisées durant un certain temps avant de venir se naturaliser. Donc ça n'a pas été le cas. Troisième point, c'est donc la confédération également qui est responsable parce que une fois que les listes lui sont soumises, elle a un temps pour analyser les listes, examiner joueuse par joueuse. Nous sommes dans le sport féminin ici, et donc établir si telle joueuse est qualifiable pour telle compétition ou pas. Ce qu'elle n'a pas fait la confédération. Donc à ce niveau, il y a beaucoup de responsabilités qui peuvent être dégagées. Mais bien sûr, elles seront à la fois sportives et pénales. Bon, on va dire, dans le droit pénal du sport, il n'y a pas une vraie sanction coercitive. J'allais en venir, parce qu'on peut s'attendre à quoi en termes de sanctions pour... Je pense que le Rwanda a purgé la sanction ultime, à savoir la suspension. Parce qu'on ne peut pas radier la fédération rwandaise de la FIVB sur le fondement de fraude. On ne peut pas. Il faut qu'il y ait une violation manifeste des statuts. C'est vrai, la fraude, c'est une violation, mais c'est plus considéré comme un abus, un écart. Et quid des joueuses? Les joueuses également prendront de lourdes suspensions. Sûrement, elles sont suspendues pour des périodes très longues et forcément ne pourront pas compétir à un certain niveau avant un certain temps. Forcément, pour quand on est compétiteur, ça nous fragilise, ça nous dérange, quoi. Donc là, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre dans la situation sur le plan des sanctions. Mais ce qui est regrettable quand même, c'est que aussi bien le Rwanda que les joueuses sont rendus coupables d'une situation qui c'est vrai, qui n'est pas très rare dans le sport en général, mais qui quand même était évitable. Donc c'est compliqué. Bon, le gouvernement rwandais et la Fédération rwandaise de volleyball ont formé un recours devant la commission de recours de la Confédération africaine de volleyball pour contester, estimant que les joueuses sont naturalisées et donc sont rwandaises et donc avec qualité pour compétir. Sauf que quand on va regarder la date de naturalisation, la date d'entrée sur le territoire, ça ne correspond pas au délai prévu par la loi rwandaise. On va comprendre qu'il y avait un intérêt autre qu'il ne fallait peut-être pas mettre en emphase pour la circonstance. Voilà, on va prendre la direction de Lyon, en France, où est déjà connecté notre ami Alexandre Gibaudot. Il est enseignant en management du sport. Il est également ancien élu de la ville de Lyon. Il est ancien préparateur physique également de l'équipe camerounaise de volleyball féminin, qui a été donc victorieuse au terme de ces championnats d'Afrique de volleyball féminin. Alexandre, bonsoir. Comment se porte la France ce soir? Bonjour Steve, merci pour l'invitation. Écoute, ici en France, ça va plutôt bien. J'espère que c'est la même chose pour vous au Cameroun. Comment? Je veux dire quoi? Nous parlons de ce couac organisationnel, nous venons d'en parler avec André et Bernard sur ce plateau, survenu donc lors des récents championnats d'Afrique de volleyball à Kigali au Rwanda. Selon vous, que s'est-il réellement passé, vous qui suivez particulièrement cette actualité-là? Pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé à cette Coupe d'Afrique des Nations de volleyball dames, on a la Fédération rwandaise de volleyball, qui était en charge de l'organisation de cette compétition, qui a naturalisé 3 joueuses brésiliennes dans son équipe. Devant ce qu'on peut qualifier d'injustice sportive, 3 équipes, le Sénégal, le Maroc et le Nigeria, ont décidé de s'en référer à la Fédération internationale de volleyball pour demander la disqualification de cette équipe. C'est ce qui s'est passé. Et devant cette disqualification, la fédération rwandaise a suspendu l'organisation de la compétition
et ne voulait plus que les matchs se jouent sur son territoire. Il a fallu d'âpres négociations et discussions pour que finalement la compétition reprenne et qu'on puisse aller au bout de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment comprendre la réaction tardive à la fois de la fédération rwandaise de volleyball et même de la confédération africaine de volleyball, parce que finalement il y a eu quelques jours d'interruption avant la reprise? Réaction tardive, c'est peut-être un grand mot. Il faut savoir que d'abord les trois équipes, le Nigeria, le Sénégal et le Maroc, qui ont demandé la disqualification du Rwanda, se sont tournés vers la confédération africaine de volleyball, qui elle-même s'est retournée vers la fédération internationale, la FIVB. La compétition a pu reprendre, les demi-finales ont pu se jouer, la finale a pu se jouer dans le temps qui était imparti initialement. Donc parler d'une décision tardive, c'est peut-être légèrement exagéré. Il faut savoir que la fédération rwandaise était bloquée sur ses positions, ne voulait pas reprendre la compétition. Il a fallu, encore une fois, d'âpres discussions, négociations pour que la compétition reprenne. Et je pense que la raison l'a emporté. Et c'était une sage décision finalement de reprendre cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais Alexandre, est-ce que vous pensez que la fédération rwandaise de volleyball risque gros quand même dans cette affaire? Parce que c'était pas un problème léger. On a une demi-finale et une finale qui s'est jouée la même journée, c'est qui a été un gros, qui a été, je veux dire quoi, un gros désavantage pour les équipes qui étaient qualifiées par exemple pour la finale. Est-ce que la fédération rwandaise ne risque pas gros finalement dans cette affaire? Oui, extrêmement gros. Vous ne pouvez pas bloquer une compétition majeure, tout simplement parce que votre équipe est disqualifiée. Il y a une question de responsabilité par rapport aux autres équipes qui étaient présentes. Il faut savoir que l'équipe camerounaise de volleyball est restée plus de 48 heures enfermée dans son hôtel, sans pouvoir sortir, sans pouvoir même s'entraîner. Vous imaginez la pression qu'il pouvait avoir sur les épaules. Vous venez pour jouer une médaille d'or, pour défendre un titre, et on vous annonce que la compétition pour laquelle vous vous préparez pendant 2-3 mois, dans des conditions qui ont pu être difficiles, ça a été rappelé par l'entraîneur Jean-René Akono, on vous apprend que vous n'irez pas au bout, et que finalement, vous n'aurez pas accès à cette récompense qui peut être la médaille, mais qui peut être aussi une récompense financière en termes de primes. Et là, ça aurait été véritablement un vrai désastre pour les équipes que sont le Cameroun et le Kenya. Alors, mais qu'est-ce que vous proposez, Alexandre, finalement? Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos téléspectateurs pour, ou du moins même au Rwanda tout entier, pour préserver l'image ou alors préserver le nom que porte aujourd'hui la destination Rwanda, avec naturellement son slogan qui est connu de tous désormais? Le volleyball, effectivement, son image va être égratinée et que ça restera un point noir cette année de cette organisation de la CAN. Vous savez, l'image du Rwanda comme destination sportive, je ne pense pas qu'elle soit égratinée par rapport à cette affaire-là. Déjà, le Rwanda, vous le voyez bien, a son slogan, Visite Rwanda, qui est sur tous les maillots des grandes équipes de football notamment. C'est un pays qui a énormément de ressources financières. Donc, vous le savez, le sport business l'emporte souvent sur la raison. Et le jour où le Rwanda voudra organiser une compétition de basketball, de football, de handball, il n'y a aucune raison pour que cela déteigne sur sa candidature. Voilà, l'argent l'emporte toujours sur ces éléments, malheureusement, qui devraient être pris en compte, mais qui ne le sont pas. Et voilà, donc il y a peu de chance. Par contre, au niveau du volleyball, effectivement, que son image va être égratinée et que ça restera un point noir cette année de cette organisation de la CAN. Écoutez, merci Alexandre et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous, bonne fin d'émission et au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonne suite à vous également et au plaisir de se retrouver bientôt. On va marquer une petite pause. Peut-être on a compris avec Alexandre ce qui s'est passé de ce côté-là à Kigali. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs que la compétition, autant pour moi, a pu se terminer dans de bonnes conditions. Les délégations sont rentrées saines et sauves. On a d'ailleurs vu, pour ceux qui sont avec moi au Cameroun, les délégations camerounaises qui sont revenues et qui ont été célébrées dans tout le pays. On va marquer une petite pause pour prendre une petite page publicitaire. On se retrouve pour la deuxième partie pour parler de l'élection, la candidature naturellement de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football. Rien n'est plus agréable que de préparer des pâtes ensemble, avec des ingrédients frais, une bonne sauce faite maison. Les spaghettis et macaronis Broly, fabriqués à partir du meilleur blé dur, plein de nutriments et fibres pour une meilleure digestion. Les pâtes Broly sont prêtes en moins de 7 minutes et ne collent pas. Choisissez les pâtes Broly, les pâtes fines et délicieuses qui ne collent pas. Broly, la passion de bien nourrir. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave alone. Voilà, de retour donc sur ce plateau, on va aborder la deuxième partie de cette édition. Il s'agit de l'actualité bouillante au Cameroun avec l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Élection à la FECAFOOT, Samuel Eto'o peut-il relever le défi? C'est officiel, le Goliador camerounais est candidat à l'élection devant désigner le président de l'instance fêtière du football camerounais. Ce qui jusque-là était un secret de polichinelle a été entériné par le joueur par le meilleur buteur de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations de football. Peut-il réellement relever le défi? C'est la question que nous nous posons sur ce plateau. Je vous propose de suivre cet éditorial devenu viral de notre ami et confrère Ernest Obama. Sa réponse au peuple du football était attendue. Elle est finalement tombée ce mardi. À la demande des millions de Camerounais à travers le monde, Samuel Eto'o a décidé de se lancer à la conquête de la Fédération camerounaise de football. Une fédération aujourd'hui qui n'est que l'ombre d'elle-même, où corruption, amateurisme et clientélisme se mêlent et s'entremêlent. Depuis une décennie, la FECAFOOT est en agonie. Le désespoir a élu domicile dans ce qui est désormais considéré comme le véritable cimetière du football. Les auteurs de ce marasme et de l'inhumation du ballon rond dans notre pays caressent toujours le rêve de perpétuer la médiocrité, l'affairisme et l'enrichissement illicite au détriment de ces nombreux footballeurs qui nourrissent, eux, l'ambition de donner un meilleur être au monde à leur famille grâce à leur génie. La FECAFOOT est un grand malade et à son chevet, il faut un grand médecin, un agrégé du football et ce diagnostic est connu de tous. Dans sa profession de foi, Samuel Eto'o donne les premières indications de sa thérapie forte. Au nom du peuple camerounais, il appelle au dépassement des intérêts égoïstes pour un projet vaste et futuriste. Celui-ci passe par la relance des championnats nationaux, l'exhumation du fighting spirit au sein des sélections nationales et la nationalisation des bancs de touche des équipes nationales du Cameroun. Un véritable plan Marshall du football camerounais qui doit s'adosser sur un point archimédien, les bonnes pratiques. Tordre le cou à la corruption sera une des priorités de la feuille de route du Goliador camerounais. Il faudra par la suite rétablir les équilibres financiers, mobiliser les acteurs du football, développer le football féminin et faire rayonner le football amateur. Et qui mieux que lui peut sortir le football camerounais de la pénombre? Samuel Eto'o a fait ses classes et le passé parle en sa faveur. De la Cadiz Sport Academy au Qatar Sport, en passant par le Real de Madrid, Leganés, Espanyol de Barcelone, Real Mallorca, FC Barcelone, Inter de Milan, Anji Makashkala, Chelsea FC, Everton, Sampdoria de Jeunes, Antalya Sport, Konya Sport. Samuel Eto'o a connu au total 5 grands championnats européens
avec un palmarès qui suscite toujours des envies et des hantises. 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 3 fois champion d'Espagne, champion d'Italie, 2 Coupes du Roi, 2 Coupes d'Italie, une Coupe du Monde des clubs. Le palmarès de Samuel Eto'o en club est tout simplement stratosphérique. En sélection, il est quasi inégalable. 2 fois champion d'Afrique, 4 ballons d'or africains, médaillé olympique à Sydney en 2000, meilleur buteur de tous les temps de la Coupe d'Afrique des Nations. Samuel Eto'o est pour le football africain ce que Pelé est pour le football mondial, le roi. Jusqu'ici faisait de roi dans son pays, l'enfant prodige, le neuf, le pititi, le capi, a décidé de prendre ce qui lui revient légitimement, le trône. La seule annonce de la candidature de Samuel Eto'o devrait normalement refroidir les ardeurs de ceux-là qui confondent toujours contrôle de balle à conduite de balle, l'argent du foot à la loterie ou tout simplement qui aime l'argent du foot sans aimer les footballeurs. Pour reprendre une expression du célèbre ballon d'or africain El Hadji Diouf. Après avoir conspiré, détruit, tué et inhumé le football camerounais, il est judicieux de quitter le navire car être candidat contre Samuel Eto'o à l'Africa Foot serait un déshonneur que certains et leurs familles porteront ad vitam aeternam. Samuel Eto'o est pour la Fédération camerounaise de football ce que Jésus est pour les chrétiens du monde, le sauveur. Contester Jésus au terme d'asphème, affronter Eto'o relèverait de l'esbrouf et de la trahison contre la nation. Le football aujourd'hui est une véritable industrie qui joue un rôle prépondérant dans les relations internationales et le chef de l'État camerounais Paul Biya l'a si bien compris en lançant une vaste opération de construction et de réhabilitation des stades de football dans notre pays. Mais à quoi serviront les stades si le football est mal géré? Pour certains observateurs, comme en 90 pour Roger Mila, Samuel Eto'o est peut-être l'enfant prodige choisi par le premier sportif camerounais pour sauver notre football et sauvegarder ses grandes réalisations dans le domaine. Adoubé par le peuple, soutenu par les anciens lions indomptables, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun entame là l'une des rencontres les plus importantes de sa vie, celle qui lui permettra de libérer le football camerounais et d'inscrire à jamais son nom en l'air éternel comme premier footballeur président de l'Africa Foot. Le rêve est donc désormais permis, celui de voir Paul Biya remettre le trophée à Boubacar Vincent au stade d'Olembe lors de la finale de la CAN 2021 en présence du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Voilà, merci à notre ami Ernest Obama pour ce bel éditorial que nous avons. Peut-être on le découvre ici, mais je l'avais déjà regardé et délecté dans les jours précédents lorsqu'il a été publié en tout cas. Comment est-ce que vous avez apprécié d'abord Bernard cette information de l'annonce, non pas de l'éditorial, de l'annonce de Samuel Eto'o pour sa candidature à l'élection présidentielle de l'Africa Foot? De façon binaire, de façon double. Premièrement, j'ai pas été en harmonie de façon quasiment absolue avec l'administration actuelle à la fédération, de telle sorte que sur la simple base du vote sanction, je souhaiterais déjà qu'un autre candidat soit là et éventuellement soit président en lieu et place de celui qui est là actuellement avec son équipe. Donc sur cette base-là, la candidature de Samuel Eto'o, je l'ai accueillie positivement parce qu'elle devient une alternative à l'exécutif qui est actuellement en place à l'Africa Foot. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde chose, c'est que pour le Cameroun, je crois que Samuel Eto'o a à un moment donné été une bénédiction. Parce qu'au moment où le football camerounais se portait au plus mal, ce sont ses performances dans ces clubs européens qui quand même nous aidaient à retrouver le sourire. C'est vrai que certains demandent de distinguer le footballeur du manager, de l'administrateur, mais ça reste quand même le tout en une personne. C'est vrai que ça Ernest a demandé de distinguer contrôle de balle et conduite de balle. Conduite de balle, ouais. Après, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques du foot. Je ne suis pas footballeur, je suis juriste sportif. Donc, je pense que sous un second angle, sa candidature également, je l'ai accueillie de façon assez positive. Positive parce que c'est quelqu'un qui connaît les problèmes du football parce qu'il a côtoyé toutes les strates du football, de la promiscuité, la précarité totale, à l'opulence, à l'abondance, à la gloire. Donc il sait à peu près ce qui se passe tout en bas et tout en haut. C'est aussi quelqu'un qui a une aura suffisamment forte de telle sorte que il est peut-être possible d'espérer avec lui qu'il y ait moins d'influence, moins de manipulation et tout. C'est aussi quelqu'un qui a une forte personnalité de telle sorte qu'il
il pourra peut-être protéger assez les intérêts de la FECAFOOT. Mais surtout, dans l'optique où nous, en tant que juristes, par le principe de la représentation, savons que la FECAFOOT, en principe, lorsqu'elle agit dans l'ordre international, doit défendre les intérêts du Cameroun. Et le fait que Samuel Eto'o soit adoubé par le chef de l'État nous rassure quand même de ce qu'on aura une fédération qui fera une avec l'État camerounais. Parce qu'on a eu des phases dans lesquelles on a vu qu'on a une fédération qui était contraire au ministère des Sports, qui est sa tutelle, alors qu'en principe, elle doit agir dans le sens, je parle de la FECAFOOT, des faits d'intérêt du Cameroun, à l'international. Donc, vous voyez qu'il y a quand même certains aspects qui militent en sa faveur. Maintenant, le bagage relationnel de Samuel Eto'o, son vécu, son aisance financière fait en sorte quand même qu'on puisse espérer qu'on aura un président qui ne sera pas à la quête des bribes ou des miettes d'argent. Il a d'ailleurs dit que son salaire sera reconduit au football jeune, par exemple. Oui, voilà, par exemple, le fait que ce soit aussi quelqu'un qui soit nanti financièrement nous permet quand même d'espérer qu'on aura quelqu'un qui ne sera pas à l'affût de quelques millions de francs, mais plutôt qui mettra son nom et son aura à disposition pour nous ramener éventuellement des sponsors et améliorer. C'est aussi quelqu'un qui a qualité pour parler du football, c'est-à-dire aux footballeurs, qui peut aller dans une sélection jeune, dans une équipe pour dire faites ci, faites ça. Donc, sous tous les angles possibles, Samuel Eto'o quand même, c'est vrai, je ne dirais pas comme M. Obama que lui il est un Jésus, parce que les êtres humains sont forcément porteurs de failles, porteurs de limites. Donc il y aura des choses pour lesquelles on pourra dire qu'ici on n'apprécie pas ou on apprécie moins. Mais je pense quand même que c'est quelqu'un qui a une candidature qui pèse suffisamment lourd et pour laquelle je pense qu'il faudrait s'aligner. En tout cas, je ne suis pas délégué votant, mais si j'étais votant, je pense que j'aurais voté Samuel. J'aurais garanti la voix à Samuel Eto'o. Ouais, alors André Onana, on a vu quand même circuler le programme de campagne de Samuel Eto'o. Il y a des choses qui reviennent. D'ailleurs, son slogan qui est redonné au football camerounais sa grandeur. Il y a sa promesse de campagne je disais tout à l'heure avec Bernard, de remettre son salaire à la disposition du développement du football jeune. Il y a comme ça la lutte contre la corruption également et le détournement au niveau de la fédération. Il y a plein d'éléments quand même qui gonflent le dossier Samuel Eto'o. Oui, il y a beaucoup d'éléments. À la lecture de son programme de campagne, il faut dire que Samuel s'est assis. Et pour ceux qui ne savent pas, en tant que joueur, il agissait déjà justement dans le choix des délégués parce que je peux le dire sans risque de me tromper qu'il fait partie des personnes qui ont porté à la tête de cette fédération l'exécutif actuel. Certainement, cet exécutif n'a pas rempli le cahier de charge. Il a été humble d'ailleurs, il l'a précisé lorsqu'il annonçait sa candidature en disant il a soutenu la candidature de l'exécutif actuel, mais finalement ça n'a pas marché comme il faut. Voilà, il décide d'en devenir lui-même coller les morceaux parce que ceux qu'il a mis à la fédération n'ont pas fait ce qu'il fallait. Les championnats ne se jouent pas. Voilà, nous venons de désigner administrativement les représentants du Cameroun aux compétitions internationales, du moins la CAF et la Coupe de la CAF, la Champions League. Ce qui ne s'était pas fait depuis des lustres. Donc, est-ce que cette déclaration ne peut pas peser contre lui, par exemple? Non, elle ne peut pas peser contre lui. De bonne foi, il a soutenu des personnes. De bonne foi. Il s'est dit, ok, voilà des personnes que je peux soutenir et je pense que si le bilan est positif, c'est lui qui gagne. Maintenant, le bilan est négatif. Il faut qu'il vienne, comme disent certains, il vienne arranger ce qu'il a gâté parce que c'est lui qui est venu avec cet exécutif. Moi, j'ai soif de le voir président de la fédération parce que Ernest l'a bien dit, on a besoin de voir un footballeur aller... que le football revienne au football. C'est d'ailleurs ce que Roger Mila clamait haut et fort depuis des années déjà. Qu'il nous ramène son expertise, parce que quand il était à Barcelone, il avait rédigé un document qu'il avait remis à la Fédération camerounaise de football sur le modèle de professionnalisation du football espagnol. Il voulait qu'on le duplique ici. Il était encore footballeur, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Laissez beauté en touche. Justement, aujourd'hui, il est libre. Il a arrêté sa carrière. Il veut se consacrer à l'administration du football. Au-delà de cette administration, il a un vécu. Il a une aura telle que Bernard disait. C'est quelqu'un qui peut fédérer. On a parlé de son comportement, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais il faut dire que c'est un homme qui a pris de l'âge, qui certainement s'est assagi, et aujourd'hui pense que le football camerounais doit être au centre de toutes les discussions, au centre de tous les débats, afin que les acteurs, les vrais, puissent vivre de leur art. Donc, cette candidature a été très bien accueillie, et
par le peuple, même si ce n'est pas le peuple qui va voter, certainement par les délégués, parce qu'il vient d'être porté délégué chez lui à la Sanaga maritime. Ça veut dire que de ce côté-là, on pense qu'il est capable de porter ce projet. Et je reste convaincu que au soir de cette élection, si c'est lui qui est président, ce sera une page nouvelle du football camerounais qui va s'ouvrir. En tout cas, on va prendre également l'avis d'un de nos amis, Anthony Plat, qui est bien placé déjà à Dublin, qui nous attend d'ailleurs en République d'Irlande. Il est notre consultant désormais dans cette émission. Il est journaliste et chroniqueur de sport écossais, francophile et spécialiste donc des questions relatives au football africain. On l'a eu la semaine dernière où on parlait de la professionnalisation du football en Éthiopie. On l'aura aujourd'hui pour parler du football camerounais et donc de la candidature de Samuel Eto'o. Bonsoir Anthony, et comment se porte aujourd'hui la ville de Dublin en cette fin de mois surtout? Bonsoir Steve, bonsoir à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Bon, Dublin, je peux pas trop vous en parler parce que j'étais pas beaucoup ces derniers jours, malheureusement. Finalement de la candidature de Samuel Eto'o, on en parlait déjà depuis quelques jours, depuis quelques semaines, avec des rumeurs qui circulaient avec son retour naturellement de Madagascar. Comment est-ce que vous avez appris cette candidature qui a été finalement confirmée par le goleador camerounais? À la candidature de Samuel Eto'o, ça fait des mois qu'on en parle, on a vu beaucoup de rumeurs. J'en ai beaucoup parlé aussi sur des radios au Cameroun, à Douala notamment, donc vous savez, c'est un sujet qui défraye la chronique déjà depuis longtemps. Personnellement, bon, on savait plus ou moins qu'il allait annoncer sa candidature durant la dernière trêve internationale. Il était dans l'avion qui raccompagnait les écureuils du Bénin depuis Madagascar, entre les deux matchs éliminatoires. Et mon ami Hugues Zounon, que je salue au passage, de l'ORTB, au Bénin, on a profité pour lui poser quelques questions. Donc dans l'avion, il y avait des joueurs béninois qui prenaient des photos avec Samuel Eto'o. Et il lui a posé la question tout simplement de savoir s'il allait se présenter pour l'élection à la FECAFOOT. Il lui a répondu un oui catégorique. Quand il lui a demandé si le fait d'être un binational allait poser problème, Samuel Eto'o lui a répondu que finalement, il était camerounais. Si on regarde le code électoral et si on lit le code électoral de la FECAFOOT, il faut fournir une pièce d'identité camerounaise. Et après cela, finalement, il a publié et Samuel Eto'o ainsi que ses représentants l'ont démenti parce qu'ils voulaient gérer et maîtriser leur communication, bien entendu. Il faut savoir qu'une élection, c'est de la politique en premier, avant le sport. Donc c'est plus difficile. Samuel Eto'o, lui, voulait certainement gérer sa communication et son annonce pour la candidature. Donc il y a quelques semaines, on pouvait parler d'une intention de candidature tout simplement, mais voilà, c'est pas surprenant. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de voir des anciens joueurs, des légendes qui s'impliquent dans le football africain. Ensuite, reste à savoir quel sera le projet et la façon dont il sera mis en place. Ouais, finalement, c'est une casquette qu'on ne lui connaissait pas beaucoup, est office manager. On l'a connu certes comme un très très brillant et excellent footballeur. Mais quelle idée vous faites-vous aujourd'hui de Samuel Eto'o en tant que manager? Eto'o, le footballeur, c'est l'un des plus grands joueurs que la planète foot n'ait jamais connu. L'un des plus grands joueurs du continent africain. Donc le footballeur, on le connaît tous, on l'admire, on l'adore. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, c'est encore une fois autre chose. C'est pas le même domaine. C'est comme si, vous savez, vous avez des anciens joueurs qui deviennent entraîneurs, ça marche pas toujours. C'est pas un gage de réussite. Même dans nos métiers, hein, je veux dire, je commande beaucoup de matchs et souvent, chaque année, on doit faire travailler des consultants qui souvent sont des anciens joueurs professionnels ou des anciens coachs. Et c'est pas parce qu'ils ont été anciens joueurs qu'ils sont forcément très bons analystes ou très bons consultants aussi. Donc tout est relatif. Moi, je pense que c'est quelqu'un quand même qui est très bien entouré, qui connaît bien aussi la politique et les déboires que peut connaître le football camerounais, notamment au niveau local. Depuis un certain temps, il est très engagé, il a sa fondation. Donc, encore une fois, moi, je connais pas Samuel Eto'o, le manager ou le dirigeant de la FECAFOOT. J'attends de voir le projet. Ce qui sera important dans cette élection, c'est vraiment de rassembler tout le monde pour une vision commune. Un petit peu comme ce qu'a fait Patrice Motsepe lors de l'élection de la CAF. Et sa vision, c'est ça, c'est l'unité pour le progrès, le développement du football en Afrique. Sauf que cette vision, elle est belle,
Et encore une fois, si même on prend l'exemple du Cameroun, au niveau local, on peut pas l'appliquer. On a vu comment le championnat s'est déroulé. On peut voir aussi toutes les histoires qui sortent un petit peu partout. Donc c'est difficile. Il faut quelqu'un qui rassemble. J'espère qu'il sera capable de le faire. Mais encore une fois, le terrain et la politique, ce sont deux choses complètement différentes. Voilà, il y a certains observateurs quand même du monde du football qui estiment, peut-être pas seulement les observateurs, mais les acteurs également. Au Cameroun, on parle beaucoup de Roger Mila qui l'a dit il y a une bonne dizaine d'années déjà qu'il était temps que le football passe aux footballeurs. On l'a encore suivi dernièrement lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. C'est vrai que c'était en coulisses. Diana Samoa ou encore Eladi Diouf, Rigobert Sonk même, qui exactement allait sur cette même lancée en disant qu'il était temps que le football africain soit géré par les footballeurs. Est-ce que vous partagez justement cet avis-là? Exclusivement non, parce que être un bon joueur ou une légende dans le football, c'est pas synonyme de réussite dans d'autres domaines. Exclusivement non, mais on a besoin d'eux, on a besoin de leur expérience, on a besoin de leur vécu, mais on ne peut pas le confier à eux non plus à 100%. C'est pour cela qu'il faut aussi avoir un certain entourage, des avocats du sport, des personnes qui connaissent tout le côté juridique. Le fonctionnement des instances, les relations avec la CAF, avec la FIFA, avec des clubs, avec les joueurs, que ce soit au niveau local ou même à l'étranger. C'est extrêmement difficile de gérer une fédération, où qu'on soit, quel que soit le pays. Donc exclusivement géré par des footballeurs, non, je suis pas d'accord, parce qu'on peut voir même dans des grands clubs européens, souvent les anciens joueurs viennent mettre un petit peu le bazar dans les affaires du club, ça crée des polémiques, ça pose aussi des problèmes, ça peut gêner l'ambiance qu'il peut y avoir dans le vestiaire. Donc exclusivement, non, mais on a forcément besoin d'eux. On dépend des footballeurs et de leur expérience pour apporter le progrès et le développement de notre football au niveau local. Mais à côté, il faut quand même qu'ils soient très bien entourés. Donc il faut des agents aussi de communication pour bien vendre le football camerounais. Il faut des avocats. Il faut aussi des gens qui s'y connaissent bien en politique et dans la géopolitique sportive que l'on peut connaître au Cameroun. C'est quelque chose de particulier. Moi, je pense que Samuel Eto'o est très optimiste vis-à-vis de cette élection. Il a le soutien du peuple en majorité, d'après ce que j'ai pu comprendre. Derrière ça, ça reste encore une fois un titre spécial, et gérer une fédération, c'est extrêmement difficile. On est toujours critiqué, personne n'est jamais content. Il faut gérer les joueurs, il faut gérer les coachs, il faut gérer les clubs, il faut gérer les instances, les infrastructures, les sponsoring, les communications, les dépenses. Donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, et je pense que la réussite d'un président, c'est aussi la réussite de son entourage. Voilà, on a eu l'année dernière le phénomène Didier Drogba en Côte d'Ivoire, où finalement le processus électoral a été suspendu. Est-ce que finalement, si on veut transposer cette situation-là au Cameroun, est-ce que finalement Eto'o fils ne risque pas de connaître le même sort qu'a connu Didier Drogba, ou le refus par exemple, ou alors le refus par exemple, ou le rejet, voilà, j'y arrive, de sa candidature, pousserait peut-être à une suspension également du processus électoral? Non, mais bien sûr, ce sont des candidats, Drogba et Eto'o, qui sont toujours des aimants d'une certaine façon pour l'adversité ou pour les critiques. Le problème, ce qui s'est passé avec Didier Drogba en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément comparable dans le sens où il y avait beaucoup de contradictions dans le code électoral de la fédération ivoirienne, et la fédération s'est pris un comité de normalisation de la FIFA, comme beaucoup en Afrique. Regardez les dernières élections aux Comores, en Guinée aussi qui vont arriver, ou encore en Égypte. Tout le monde se prend des comités de normalisation, donc il faut quand même regarder les textes, il faut quand même suivre toutes ces choses. Je pense que nous, en tant que médias, notre travail, ce sera aussi d'éviter toutes ces manœuvres politiques, parce que la politique, ça reste quand même une bagarre. Une élection, c'est aussi un combat. Donc, s'il y a un projet qui est viable et quelqu'un qui est capable de rassembler, il faudra qu'on soit capable aussi de le soutenir. Mais si derrière, il y a des histoires un petit peu louches, comme on peut en avoir, ça peut se compliquer. Et moi, ce que j'ai peur quand même, c'est que, sa candidature, elle est là. Et je veux dire, comme tout le monde, il est éligible, il peut se présenter, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Après, ses ennemis vont certainement tenter des manœuvres. Ses rivaux vont tenter des manœuvres aussi. C'est là, encore une fois, que l'entourage est extrêmement important. Et derrière ça, moi j'ai peur que si l'élection n'arrive pas à terme, le Cameroun, qui organise la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, risque d'avoir un comité de normalisation de la FIFA aussi. J'aimerais qu'on l'évite, et
j'espère vraiment du fond du cœur que cette élection se déroulera dans de bonnes conditions et qu'on pourra retrouver un football camerounais uni derrière ses joueurs au niveau local, derrière son équipe nationale, que ce soit masculine ou féminine. On voit de très belles choses qui sont réalisées aussi du côté du football féminin avec le sponsor Guinness par exemple. Donc c'est un tout, c'est un travail d'équipe. Quand on lâchera nos intérêts personnels et nos égos, je pense qu'on pourra aller de l'avant, comme c'est le cas dans d'autres pays, mais ça reste une élection. Moi, du fond du cœur, j'espère que ça va bien se passer, mais derrière, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'une histoire ou de quelque chose qui pousserait la FIFA à nommer un comité de normalisation, malheureusement. En tout cas, merci Anthony. Merci d'avoir accepté une fois de plus de répondre à nos questions. On espère que lundi prochain, vous serez encore des nôtres. Merci à vous, et on pourra aborder d'autres sujets très intéressants dans le sport business, le foot business aussi, notamment en Afrique, puisque les choses évoluent très rapidement. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et encore merci beaucoup. Voilà, merci. Les gars, on vient de suivre donc Anthony Plat, qui a une lecture assez succincte et aiguisée justement de la situation du football africain. Peut-être André, comment, peut-être il faut revenir parce que on a une situation au Cameroun. Anthony parlait tout à l'heure du vote populaire, enfin pas du vote populaire, de la popularité de Samuel Eto'o, mais il faut bien expliquer aux gens que la popularité de Samuel Eto'o ne suffit pas parce qu'il faudra une fois de plus convaincre et les présidents des clubs et enfin ce sont les présidents de clubs et les délégués de ligue qui sont les principaux votants à une élection à l'Africa Foot. Oui, il faut dire que vous avez des assemblées générales qui sont constituées de la base au sommet. Quand on parle de la base, chez nous, on parle des départements. Ouais. Vous avez une assemblée générale départementale. C'est une étape déjà franchie par Samuel Eto'o parce qu'il a été élu dans le département de la Sanaga-Maritime. Tout à fait, il est délégué de la Sanaga-Maritime. Le département de la Sanaga-Maritime va envoyer 3 délégués au niveau de la région du littoral et à la région, au niveau régional, on va désigner 6 délégués qui vont représenter le football amateur au niveau de l'Assemblée générale fédérale. Donc, vous ajoutez, chaque région va envoyer 6 délégués. Ouais. On a fini l'étape des départements. Chaque département envoie 3 délégués qui se retrouvent au niveau régional. On va choisir 6 délégués au niveau régional qui vont se retrouver au niveau fédéral. Ça va faire 60 pour le football amateur. Ouais. Vous avez le football professionnel qui, selon les statuts de 2018, ont 10 places. Vous vous rendez à 70 délégués. Vous avez les corps de métier. Les corps de métier, le football jeune, le football féminin, le beach soccer, le futsal, ça fait 4 places. Vous avez le corps des arbitres et des entraîneurs qui se partagent une place. Vous avez les anciens footballeurs et les médecins qui ont une place, ça fait 76 délégués. Voilà les personnes qu'il faut convaincre. Ce sont eux qui vont naturellement décider le moment venu de qui va présider aux destinées de la fédération. C'est pas un vote populaire, c'est pas la popularité de Samuel Eto'o qui va l'amener à gagner la fédération. Et maintenant, je le disais encore tout à l'heure dans ma première prise de parole, Samuel Eto'o connaît le terrain. Pour avoir soutenu un candidat, pour avoir mis en place un comité un comité exécutif, il connaît le terrain, il sait comment il faut procéder pour arriver. Donc, il ne va pas se contenter de sa popularité. Il va aller, il a même déjà commencé. Vous avez vu les images de l'élection tout à l'heure déléguée avec toute la presse nationale et internationale. Il connaît les enjeux plus que moi parce qu'il veut être président. Donc, ce n'est pas un vote populaire. Ce n'est pas tous les Camerounais qui iront dans une urne choisir leur candidat. Ce sont les délégués, membres de l'Assemblée générale, qui vont voter le président de la fédération. C'est important de le noter, d'autant plus que Samuel a décidé de se lancer dans l'administration du football. On ne peut pas se lancer dans l'administration du football sans connaître les rouages. Tout à fait. Ce n'est pas faisable. Donc aujourd'hui, il est conscient de ce que ceux-là qui vont le porter à la tête de cette fédération sont les présidents du club et les corps de métier. Voilà. Parce qu'il fallait que cette précision puisse être faite à nos différents téléspectateurs et à ceux du Cameroun, parce qu'il y a de nombreux forats qui ont été créés à la fois sur les réseaux sociaux et même dans les groupes WhatsApp. Soutenons Eto'o, Eto'o peut, Eto'o président. Mes chers amis, il faut qu'on vous rappelle que, peut-être pas pour dire que votre voix ne compte pas,
mais que vous n'êtes pas les personnes habilitées à porter Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise. Peut-être, oui, votre soutien pourrait permettre d'influencer ces délégués que vient de citer André Onana. Alors, Bernard Basson, on connaît quand même d'où sort le football aujourd'hui, ou l'administration du football camerounais, qui a été quand même entachée par de nombreux scandales ces derniers mois, ces dernières années, avec les guéguerres, les différents allers-retours en Suisse au tribunal arbitral du sport. Est-ce que finalement le processus électoral qui pourrait porter Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football est légal, de votre point de vue de juriste? Non. Non. Mais il est légitime. Pourquoi? Pourquoi ça vous surprend que je pose la réponse est quand même directe, brute, et on tombe des nues quand même quand on entend. Oui, peut-être pas légal, mais légitime, vous dites. Voilà. Dans le processus de décision en matière sportive, dans les ordres internes, il y a une double tutelle. Donc il y a une double législation à respecter. Il y a la législation nationale, celle qui est organisée par le ministère des Sports, l'Assemblée nationale et le reste. Il y a la législation sportive par la Confédération et la FIFA. L'exécutif actuellement en place à la FECAFOOT est illégal, mais est légitime. Parce que c'est un exécutif qui n'a pas respecté les décisions de justice. Ce qui le rend illégal, car ces décisions doivent être respectées de manière obligatoire. Mais qui a parallèlement reçu l'onction de la CAF et de la FIFA pour exister. Et donc c'est cette onction lui confère un statut de légitimité. Donc est-ce que l'élection sera légale? Non. Mais est-ce qu'elle est légitime? Oui. Ça veut dire, est-ce qu'on va l'attaquer sur ce processus-là? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il est attaquable? Oui. Bien sûr. Ça, il faut savoir. Mais ce que je veux dire par-dessus tout, c'est que les multiples allers et retours devant le TAS ne sont que des guerres d'intérêt. Ça ne profite pas au football. C'est pas pour le foot, c'est pour les intérêts. Donc au Cameroun, autant je crois que Samuel Eto'o peut, autant je ne dis pas qu'il va venir et il va tout rendre propre. Parce qu'au Cameroun, pour que les choses avancent, il faut quelque chose d'impossible, il faut des consensus. Et vu les intérêts divergents, vu les bords divergents jusqu'au niveau politique, il est clair qu'aujourd'hui, le consensus ne peut pas facilement se tenir. Mais seul le consensus peut clairement nous donner une solution viable et durable pour notre football. Voilà, on va passer peut-être André voulait couler rapidement, très rapidement, en 30 secondes. En 30 secondes, je voulais comprendre, ou alors je voulais que Bernard m'établisse un peu le distinguo. Parce que quand il parle de légitime, je ne sais pas si les instances, la CAF et la FIFA, ont le pouvoir de légitimer un exécutif, parce que ces instances sont dirigées par des statuts. Alors, ce qui s'est fait pour le cas de ceux qui sont à la fédération, c'est fait hors statut. Parce que s'il faut légitimer, il faut passer par le Congrès en ce qui concerne la FIFA. Un individu ne peut pas se lever et dire « Ok, je maintiens cet exécutif ». Ça ne marche pas. Donc, à dire que c'est légitime, ça me pose quand même un sérieux problème administratif. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a un problème dans une fédération, on peut passer par un comité de normalisation ou par un CPG. Et on connaît le dispositif juridique qui conduit à cette nomination ou désignation. Donc, moi, ça me fait mal d'entendre Bernard, qui est un professionnel du droit du sport, dire que... Non, il a été clair. Peut-être pas légal, mais c'est légitime. Justement, voilà. C'est le terme légitime là qui, sur le plan administratif... Non, c'est une façon de dire qu'il est attaquable. C'est une élection qui est attaquable. Je vais répondre à André, parce que là, c'est vrai qu'il a un peu assimilé droit et administration. Même si les deux ne s'exclusent pas, mais au moins, elles ne se retrouvent pas toujours impliquées. Alors, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve en matière administrative, il y a un pouvoir discrétionnaire qui est reconnu à une autorité administrative. Ça, c'est comme le président de la CAF, par exemple, de la FIFA. Maintenant, il est clair que l'acte ne doit pas violer la loi, parce que les statuts concernent la loi. Sauf que les mêmes statuts donnent un certain pouvoir au président de prendre certains actes non prévus par les statuts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au Cameroun, par exemple, le chef de l'État peut prendre des actes non prévus par la Constitution. Peut prendre des non prévus, pas aller contre ce qui est prévu, mais peut prendre des actes non prévus. Son pouvoir discrétionnaire. Voilà, parce que ce qui n'est pas interdit est permis. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc aujourd'hui, le président de la FIFA, le secrétaire général de la FIFA, peuvent, c'est vrai que
ce qu'ils ont fait est illégal. Je l'ai dit, il est bien précisé que c'est illégal. Parce que les statuts de la FIFA disent comment se gère une fédération une fois que l'élection a été annulée. Ce que le président de la FIFA et sa secrétaire générale n'ont pas fait. Ce que la CAF également n'a pas respecté. Sauf que cette statut de la FIFA donne un mandat, donne un quitus au président de prendre certains actes non prévus. C'est vrai que ça c'est prévu. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, c'est un pouvoir discrétionnaire qui se met en marche, qui est illégal, mais qui confère à FECAFOOT une légitimité, puisque la preuve, elle est là. Ouais. Une fois qu'il y a l'onction du haut, elle est là. C'est donc pourquoi je dis que ce que la FECAFOOT fait actuellement, clairement est attaquable. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est attaquable. J'ai pas dit que c'est un processus qui est blanc comme neige, il est attaquable. Sauf que le fait que votre tutelle vous donne quitus, même si on rentre dans le droit même, la Fédé devait refuser ce quitus, puisque lorsque l'ordre qui vient du haut est manifestement illégal, vous ne l'appliquez pas. Ça, c'est ce que j'ai le droit administratif. Mais on sait très bien qu'ici, le droit ne résout pas tout. Et les intérêts se mettent en marche. Ouais. Ça, il faut le dire. En tout cas, on espère qu'on ne connaîtra plus un autre revirement vers le TAS et que finalement, cette élection au soir du 12 décembre, me semble-t-il, au soir du 12 décembre, entérinera définitivement le prochain président de la Fédération camerounaise de football. Les gars, on prend très rapidement 3 questions pour le quiz. On va tester rapidement les buzzers. Voilà. André, ça va, ça marche? Parfait. Voilà, 3 questions. Ce sont des questions, comme d'habitude, sous forme de pyramide inversée. Donc, on part du principe et puis on arrive à la réponse. Qui suis-je? Je suis demi-finaliste de la dernière Coupe de la Confédération de la CAF, même si j'ai été exempté du tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Coton Sport de Gara. C'est moi qui ai buzzé. Comment? Coton Sport de Gara. C'est moi qui ai buzzé. Non, j'ai buzzé avant. On va demander à la régie qui a buzzé avant. Voilà, c'est Bernard qui a buzzé avant. Bernard, vous avez la réponse à la question. Ça ne peut pas dire qu'il a trouvé. Hein? Voilà, donc j'ai été exempté du tour préliminaire de la Coupe de la CAF qui vient de se jouer et je suis toujours en course pour être champion de mon pays. Mon adversaire, lui, par contre, en championnat, a été éliminé au préliminaire de la Ligue des champions de la CAF par un club angolais, le Petro de Luanda. Je suis bien évidemment Coton Sport de Garoua. 1 point pour Bernard. Ça, c'est la combine. Deuxième question. Non, on a eu quand même la régie qui a intervenu. Non, la régie intervient, elle peut savoir qui a buzzé avant. Je suis un club burkinabé éliminé de la Champions League de la CAF en manque d'infrastructures de qualité pour accueillir mon adversaire qui porte le nom d'un pays voisin. AS Sonabel. AS Sonabel, voilà. J'ai fait appel donc à un pays dont le meilleur buteur est candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football pour qu'il m'offre son mythique stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour le match aller perdu 0 but contre 1. Je suis AS Sonabel de Ouagadougou. Troisième et dernière question, donc pour départager. Qui suis-je? Éliminé de la course à la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, sans défaite après 2 matchs nuls joués dans des stades qui ne sont pas les miens. J'ai été désigné de façon administrative pour représenter mon pays, Bernard. Le Fovou Club de Baham. J'ai été désigné de façon administrative pour représenter mon pays à cette compétition. En 3 jours, j'ai été éliminé de 2 compétitions. Pourtant, je n'ai perdu aucun de ces 3 matchs. Je suis Fovou Club de Baham. Ah non, c'est Fovou Club de Baham. Exactement, c'est Fovou Club de Baham. Il a été désigné également administrativement. Oui, Fovou a été désigné administrativement pour jouer la Champions League. Non, pour jouer la Champions League. Mais oui, j'ai été désigné. La Champions League. Non, cette année, on parle de cette année. Oh God. En tout cas, victoire au la main de Bernard Bassong 2. Ça, c'est la régie. C'est la victoire de la régie. Onana. Voilà, on va donc, c'est ici que va donc s'arrêter cette autre aventure. On espère pour le Rwanda que de lourdes, à part la sanction administrative, donc de suspension, on espère que on s'arrêtera là. On espère également que le processus électoral à la Fédération camerounaise de football connaîtra une fin
meilleur. Merci à vous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous lundi soir, lundi prochain très certainement, avec le même plaisir. On va peut-être d'abord, avant de conclure, remercier toutes les équipes techniques et rédactionnelles chapeautées, à la production par Francis Nguéné et puis à la réalisation par Landrinza. Excellente soirée à vous et au revoir.